Donc pour ce webinaire consacré aux eurocodes. Donc vous avez déjà eu une première séance avec effectivement Sébastien Burland sur l'Eurocode 7 et c'était plus axé sur les nouveautés de l'Eurocode 7, il me semble. Ouais, c'est ça, Ahmed? Oui, tout à fait. C'était les nouveautés qui apparaîtront et qui apparaissent désormais dans la seconde génération de l'Eurocode. Et donc moi j'ai L'Eurocode 7. choisi de consacrer donc d'organiser on va dire le support de cette présentation en faisant quand même la transition entre l'Eurocode 8 dans sa version actuelle, l'état des lieux, les principales exigences et puis aussi les points d'amélioration. Et ça permet de mieux apprécier, de mieux se rendre compte de ce que nous apporte la future génération de l'Eurocode 8 en l'occurrence, notamment sur les aspects géotechniques. Donc voilà, donc c'est une présentation qui va nous occuper à peu près 1 heure et dans laquelle je présenterai quelques, on va dire, considérations pratiques en lien avec, on va dire, la conception parasismique des ouvrages, en lien avec l'Eurocode 8 dans sa version actuelle et la nouvelle génération dont la diffusion est prévue, si tout va bien, en 2027-2028. Voilà. Ça paraît loin comme ça, mais c'est pour bientôt. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est visible. C'est bon, c'est parti? Parti. Très bien. Donc, en guise de sommaire, un état des lieux. Donc, ça veut dire comment se positionne aujourd'hui l'Euroconduite vis-à-vis des ouvrages géotechniques, les principales évolutions apportées par la future génération, et puis un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je voulais en parler, et c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'apports dans la future génération de l'Eurocode 8 et aussi l'Eurocode 7, c'est tout ce qui gravite autour de l'interaction sous structure et les approches en déplacement. Alors, juste pour situer, donc là, on va parler de séisme et de prise en compte du risque sismique dans la conception des ouvrages. C'est important on va dire, de rappeler que le séisme, c'est une action qui provient du sol. Donc, c'est quelque chose, c'est une onde sismique qui va se propager dans le terrain, qui va venir exciter des ouvrages. Des ouvrages, ça peut être des bâtiments, ça peut être des ouvrages en terre, ça peut être un barrage, ça peut être un mur de soutènement. En tout cas, ces ondes sismiques qui proviennent de terrain vont venir exciter des ouvrages, générer des efforts additionnels et donc dégrader, entre guillemets, les conditions de stabilité par rapport à ce qu'on avait, par rapport à la marge de sécurité qu'on avait en conditions statiques. Ça veut dire que le séisme, c'est quelque chose, que ça soit d'un point de vue structural ou géotechnique, c'est quelque chose qui est toujours dimensionnant si on fait abstraction des coefficients de sécurité. Voilà. Donc évidemment, comme c'est une action qui va durer un laps de temps très court, bien que ça génère des efforts additionnels, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours préjudiciable vis-à-vis de la stabilité. Donc, la conséquence de ce risque sismique quand on parle des ouvrages géotechniques, donc quand vous avez des ouvrages en terre, ça peut être l'amorce d'un glissement de terrain. Quand vous avez par exemple des fondations, ça peut être des mécanismes de glissement, des mécanismes de portance qui sont amorcés, on va dire, par les efforts additionnels induits par le séisme. Ça peut être par exemple des effets de couplage hydromécanique, donc typiquement les problèmes de liquéfaction par exemple des problèmes d'éboulement, des ruptures de surface. En tout cas, il y a un certain nombre de mécanismes géotechniques qui peuvent être amorcés sous l'effet, on va dire, des forces additionnelles induites par l'énergie sismique. Donc là, vous avez quelques illustrations donc pour des problèmes, on va dire, de fondation. Donc là, c'est à gauche, c'est un bâtiment qui visiblement qui a subi un défaut de portance après le passage des ondes sismiques. Donc ça veut dire que le séisme dans le terrain, ça a généré deux choses. Il faut imaginer que les forces d'inertie dans le sol vont dégrader la résistance, vont consommer une partie de la résistance. Mais il y a aussi des forces d'inertie dans la structure portée qui vont rajouter des efforts sur la fondation. Et donc, les deux effets combinés peuvent conduire donc à une perte de portance pendant un laps de temps très court, parce qu'un séisme, ça reste une action qui est très brève. Mais néanmoins, la conséquence de cette perte de portance, on va dire monémontanée, c'est que finalement, vous allez avoir des déplacements irréversibles. Et là, en l'occurrence, c'est un tassement permanent qui s'accompagne d'une rotation qui est visible à l'écran.
Là, vous avez au centre et à droite, ce sont des effets, on va dire, sismiques, mais qui se sont manifestés au niveau d'un ouvrage d'art fondé sur pieux. Donc, quand vous allez avoir, donc généralement, quand on a recours à des fondations profondes des pieux, c'est qu'on est en présence de terrains de faible compacité, de terrains mous. Ces terrains-là vont aussi subir la propagation des ondes sismiques, ils vont se déformer. Et cette déformée du sol, au voisinage des pieux, peut générer donc soit une déformée des pieux, ou quand vous avez un pieu qui n'est pas capable de bouger, en tout cas il a suffisamment d'énergie pour résister au mouvement, bah, il va encaisser des efforts. Donc en l'occurrence, vous allez avoir des effets de poussée latérale sur le sol qui sont liés au passage des ondes sismiques dans le terrain mou. Et puis là, vous avez, et donc qui conduisent, donc en l'occurrence, comme on peut le voir sur les deux illustrations, qui conduisent donc à des mises en flexion et des efforts additionnels en tête de pieux au niveau des ondes critiques. Les ondes critiques, c'est quand vous avez des changements de couche, etc. Là, c'est d'autres illustrations pour illustrer un peu la conséquence du séisme sur, par exemple, des ouvrages géotechniques tels que les murs de soutènement. Là, c'est vraiment des cas spectaculaires, ce que je vous montre ici. C'est vraiment des séismes importants qui ont conduit, visiblement, dans le cas qui est à droite, qui ont conduit à une rotation permanente du mur. Et puis, dans le cas qui est à gauche, il y a une conduite à une ruine structurale du mur. C'est le mur qui a cassé sous l'effet on va dire, de l'augmentation de la poussée des terres. Un mur de soutènement il supporte en permanence la poussée des terres qui retient. Et puis, sous l'effet du séisme, cette poussée va augmenter. Et cette augmentation, dans le cas présent, a conduit à la rupture structurale du mur. Vous avez ici d'autres illustrations. Donc, ça, ce sont des ouvrages portuaires. C'est un quai, par exemple, dans une zone de forte sismicité pour qu'on puisse voir des déplacements de cet ordre de grandeur-là. Pour ce type d'ouvrage, on parle de magnitudes qui se chiffrent en 7 et 8, avec des niveaux d'accélération assez élevés. Et en l'occurrence ici, je pense de mémoire, ça doit être le séisme d'Auckland. Vous avez ici le terre-plein qui s'est déplacé de plusieurs mètres, l'écran de soutènement, et au fait, la cause principale, c'est la liquéfaction du remblai qui est soutenu on va dire, le mur du quai, et donc qui a conduit à une amplification significative de la poussée qui n'était pas forcément supportable par la structure du système de soutènement. Donc, si maintenant j'essaie de résumer ça, les points clés à gérer quand on s'intéresse à l'action sismique en géotechnique, bah, le premier point, c'est connaître, caractériser cette action sismique. Donc, définir l'action sismique et généralement, on va parler d'accélération. Donc, c'est l'accélération qui va nous conduire à définir des forces plus ou moins élaborées à introduire dans le système. À partir de cette accélération, on va estimer des efforts sismiques induits. Donc, par exemple, sur les fondations, ça peut être une descente de charge sismique. Sur les soutènements, ça peut être une poussée des terres sismiques. Et puis, à partir de là, une fois on connaît la descente de charge, une fois on connaît les actions, il va falloir les comparer à des résistances et on mène une vérification d'un état limite sismique. Ça peut être un glissement, une portance, etc. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est typiquement le langage habituel auquel on est habitué quand quand on fait un dimensionnement statique. Ça veut dire action, résistance, stabilité. En réalité, c'est une simplification parce que ça ignore un peu le caractère, on va dire, transitoire de l'action sismique, dynamique de l'action sismique. Et donc, généralement, c'est une démarche qui permet, je veux dire, comparer des actions à des résistances, ça permet de statuer sur une grande partie des cas, mais dès qu'on va toucher les niveaux d'action, on va commencer à aborder des niveaux d'accélération assez élevés. Ce sont des démarches on va dire, qui rencontrent des limitations, et c'est à ce moment-là qu'il faut passer par des approches en déplacement. Donc là, je fais un focus toujours pour illustrer le cas d'une fondation. Bah, les étapes, c'est de connaître les forces d'inertie dans la superstructure, parce qu'il faut imaginer que la descente de charge sismique, elle provient de la structure. Donc, en fait, la structure va recevoir l'onde sismique, et elle va rentrer en résonance, elle va générer des efforts qui sont en lien avec sa période propre, etc. Des efforts sur les fondations, dans la structure, mais aussi sur les fondations. Et ce sont ces efforts-là qu'on va utiliser pour vérifier la capacité portante, tenant compte de la réduction potentielle de cette capacité portante sous l'effet des forces d'inertie qui se développent
directement dans le terrain. Donc ça veut dire que il faut imaginer que vous avez évidemment des forces d'inertie dans la structure, c'est ce qui a généré la descente de charge sismique, mais aussi des forces d'inertie dans le terrain. Et ça peut être de nature à réduire une partie, en partie la résistance disponible du sol et donc la capacité portante. Et après, on peut vérifier de façon plus ou moins élaborée les états limites de portance, de glissement, de renversement, etc. De la fondation, par exemple, quand il s'agit d'une fondation superficielle. Et si je prends le cas d'un mur de soutènement, pour récapituler, bah, vous avez des forces d'inertie qui vont se développer à la fois dans le sol et dans le mur. Donc, c'est-à-dire il y a une accélération sismique qui va venir donc générer des forces additionnelles à la fois dans le sol et dans le mur. La conséquence, c'est qu'on va avoir une poussée qui est plus élevée, une force extérieure horizontale sismique qui n'existait pas au sous-chargement statique. Et donc, ensuite, on va vérifier que bah, le mur est stable vis-à-vis de ces forces-là, que ce soit vis-à-vis d'un mécanisme de portance, de glissement, de renversement, mais aussi d'un mécanisme de rupture d'ordre structural. Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, aujourd'hui, pour, on va dire, satisfaire ces différentes étapes-là, que ce soit pour le calcul d'une fondation, le calcul d'un soutènement sous séisme, dans la version actuelle de l'Eurocode 8, la philosophie, c'est le point de départ, c'est on commence par caractériser le séisme à travers une notion d'accélération sismique de référence ou accélération sismique nominale, c'est ce qui est appelé ici AN. Et la construction de cette accélération-là, bah, elle se fait. Alors ça, c'est un formalisme qui n'est pas propre à l'Eurocode 8. Hein, donc ça veut dire qu'on va d'abord regarder qu'est-ce qui se passe au rocher. Ensuite, donc c'est ce qui est représenté par la valeur, l'accélération AGR, qui est propre à, on va dire, à la zone géographique. Donc, en fonction de l'emplacement de l'ouvrage géographique de l'ouvrage, on peut avoir un niveau d'accélération plus ou moins important au niveau du rocher. Donc, ça, c'est le point de départ. Les ondes vont se propager dans le sol et donc vont subir potentiellement une amplification de cette accélération, de l'accélération maximale. Donc c'est ce qui est représenté par ce facteur-là, facteur S, qui va rendre compte de la contraste de rigidité entre le sol meuble de couverture et le rocher. Plus le sol est mou, plus ça a tendance à amplifier, en restant élastique, toujours dans l'hypothèse de la cécité. Et puis, quand vous avez par exemple des ouvrages qui sont à proximité d'une pente, il peut y avoir des effets de piégeage d'ondes à proximité, on va dire, de la crête, qui peuvent amplifier davantage aussi le séisme, l'action sismique. Et puis là, c'est un coefficient qui vient rendre compte, on va dire, du risque sismique que l'on accepte, ou de la performance sismique que l'on recherche vis-à-vis de l'ouvrage. Dit autrement, il y a des ouvrages qu'on accepte de perdre et des ouvrages qu'il faut préserver à tout prix. Ça veut dire quand vous avez un ouvrage qui n'est pas occupé, ça veut dire, imaginons que c'est un poste électrique, il n'y a personne, sans conséquences particulières, complètement isolé. Bon, à ce moment-là, on peut accepter de le perdre. Si c'est pas quelque chose qui alimente, on va dire, une installation primordiale sous séisme. Si maintenant vous avez un bâtiment par exemple, un hôpital, un bâtiment qui est destiné à accueillir un public et qui est très important en cas de séisme, à ce moment-là, on va tout faire pour que le bâtiment reste totalement opérationnel après séisme. Et à ce moment-là, ça ne sera pas le même niveau d'accélération, bien que les deux ouvrages que j'ai cités soient situés dans la même zone de sismicité, on ne va pas les dimensionner avec la même action sismique. C'est le rôle de ce gamma I, facteur d'importance. Donc ça veut dire pour un ouvrage qui est important, dont on cherche à préserver par exemple le caractère opérationnel après le séisme, on va venir amplifier l'action sismique, par exemple ici, par un facteur 1,2, 1,4. C'est une façon déguisée on va dire, d'augmenter la marge de sécurité disponible vis-à-vis du séisme et de garantir que ça reste élastique, opérationnel, etc. Donc voilà la construction. Donc les valeurs là, c'est par exemple ce que vous avez ici à droite, c'est la cartographie sismique de la France, juste à titre illustratif. C'est pas tant pour situer un peu c'est surtout pour situer un peu les ordres de grandeur. Et en l'occurrence, par exemple en France, bah, au rocher, ça c'est le séisme de référence au rocher, AGR, bah, vous avez quelque chose qui varie entre 0,1 G, 1 mètre par seconde de carré, jusqu'à, on va dire, 0,15 G. Donc ça reste des niveaux d'accélération faibles. La valeur de 0,3 G, qui est 3 mètres par seconde au carré, en fait, c'est vraiment quelque chose que l'on va retrouver dans les îles Caraïbes,
Donc, c'est pas en France métropole. Donc, c'est plutôt loin de la métropole. Et là, c'est des zones de forte sismicité. Donc, c'est ce qu'on appelle ici zone 5. Et puis après, les valeurs du facteur S, c'est ce qui est rappelé ici. Donc, ça augmente selon la classe au fur et à mesure que je rencontre des terrains déformables. Et ensuite, le facteur d'importance que j'ai évoqué, donc ça varie entre 1 et 1,4 selon la catégorie d'importance. Donc après, une parenthèse pour dire qu'en réalité, ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure sur l'importance d'un ouvrage, donc un ouvrage courant, un ouvrage essentiel, un ouvrage primordial, donc là, dans le format de la construction qui est représenté ici, bah, en fait, ça se traduit par un facteur d'importance gamma i, c'est la valeur que vous avez là. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en parallèle, là, il y a une réalité physique ou mathématique qui est derrière et qui est en réalité une sorte de probabilité de dépassement. Ça veut dire quel est le risque que j'accepte d'avoir un séisme plus important que celui avec lequel j'ai dimensionné. Plus l'ouvrage est essentiel, plus je vais chercher à réduire ce risque-là. Donc, par exemple, pour une structure courante, généralement, on accepte un risque de 10% d'avoir un séisme plus fort que celui avec lequel j'ai dimensionné. Pour un ouvrage qui est très important, et par exemple là, ce qu'on appelle les ICPE, ce sont des installations critiques pour l'environnement, bah, en fait, on va viser des probabilités de dépassement qui sont extrêmement faibles, donc c'est 1%, et sur la durée d'exploitation de l'ouvrage, qui est généralement de 50 ans, et ça va conduire à une période de retour de 5000 ans, et donc des séismes qui sont beaucoup plus forts que ceux qu'on aurait eu pour, donc dans le cas présent, 2,2 fois plus fort que ce qu'on aurait eu avec un ouvrage courant pour lequel on accepte un risque de 10%. Donc voilà, tout ça pour dire que cette notion de performance, en fait, elle peut aussi être exprimée en termes de probabilité ou de risque de dépassement. La notion de facteur S que j'ai montré tout à l'heure, ça veut dire ce coefficient-là, S, bah, c'est quelque chose qui va faire intervenir la classification du sol. Et la classification du sol, c'est le contraste de rigidité entre le sol et le rocher, on va dire. Donc, quand vous allez avoir des terrains qui sont plutôt compacts, par exemple des marnes plus ou moins raides, vous avez des sables très denses, etc., des graviers denses. À ce moment-là, on va être classé en catégorie B, par exemple, au sens de la reconduite, et on va avoir on va dire un facteur S de l'ordre de, par exemple, de l'ordre de 1,35. Et puis, dans le cas où vous allez aller vers la classe C, D, etc., donc des sols qui sont de plus en plus mous, à ce moment-là, on va être amené à considérer une amplification, excusez-moi, une amplification plus importante qui peut aller jusqu'à 1,6. Et puis après, il y a des configurations stratigraphiques ou lithologiques particulières pour lesquelles il y a des phénomènes de résonance qui apparaissent entre le sol et la structure. Et à ce moment-là, donc par exemple, typiquement, quand vous allez avoir des alluvions avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 mètres, ce sont des situations qui peuvent amplifier particulièrement le signal, on va dire sous action dynamique. Et à ce moment-là, on va considérer un facteur S qui peut aller jusqu'à 1,8. Donc voilà, juste pour situer un peu les ordres de grandeur et vous donner un peu la philosophie. Après, pour toute la difficulté, évidemment, le géotechnicien est amené à se positionner sur le choix de la classe du sol. Et là, il y a un choix à faire. Les points de repère, ça peut être s'il y a des essais SPT, ça peut être le nombre de coups qu'on a mesuré. Ça peut être la cohésion non drainée, comme ça peut être, par exemple, la vitesse de propagation d'onde, si on a des essais creux-sol qui sont disponibles, par exemple. Ensuite, à partir de là, ce que j'ai donné ici, au fait, ça vous donne l'accélération qui arrive en surface du sol, en l'absence de l'ouvrage, en l'absence de la fondation, en l'absence de la superstructure, du bâtiment, etc. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que le bâtiment va recevoir, entre guillemets, cette accélération, et en fonction de sa souplesse ou de sa rigidité, de sa masse, il va plus ou moins l'amplifier. Donc on peut avoir des situations pour lesquelles le bâtiment a tendance à amplifier ce signal, et donc générer des efforts qui obéissent à une accélération plus importante, ou des situations, c'est le cas notamment des tours de grande hauteur, quand vous avez un gratte-ciel, généralement les IGH, ils ont tendance à, c'est très très souple, et cette souplesse génère en fait une atténuation du signal sismique, de l'accélération sismique. Donc voilà, donc en fonction de la période propre de la structure, c'est comme ça qu'on va caractériser au fait l'identité dynamique d'un bâtiment par exemple. On va regarder sa période propre et en fonction de la période,
on a des spectres, ce qu'on appelle des spectres de réponse qui sont fournis dans l'euroconduite et qui permettent de déterminer c'est quoi l'accélération avec laquelle il faudra caractériser les efforts sismiques générés dans la structure, dans les fondations, etc. Donc, vous avez ici l'illustration type, vous avez un spectre de réponse. C'est quoi? C'est quelque chose qui vous donne de combien je vais amplifier ou de combien je vais amplifier l'accélération nominale par rapport, en fonction de la période propre de l'ouvrage. Donc, il y a des ouvrages qui amplifient beaucoup, des ouvrages qui atténuent, etc. Et puis, quand vous avez le cas d'une période nulle, ça correspond en fait à ce qui se passe en champ libre, ça veut dire en l'absence de la structure. Donc ça, c'est un exemple de spectre de réponse pour un sol de classe C. Donc par exemple, des alluvions moyennement denses, en forte épaisseur. Bah, globalement, on va avoir quelque chose qui a cette tête-là. On abscisse la période propre de la structure. Et puis, on ordonnait bah, de l'accélération à considérer, ou la pseudo-accélération à considérer pour le calcul des efforts. Ça veut dire, vous prenez ça, on multiplie par la masse, ça vous donne la force sismique. Si vous avez, quand la période tend vers zéro, on retrouve l'accélération en champ libre, ça veut dire le AN, et on se retrouve ici. Et puis, en fonction de la période, ben, de le bâtiment, en fonction donc, du bâtiment, on va avoir des bâtiments qui vont amplifier ça de quasiment de plus que 2, et des bâtiments qui vont plutôt l'atténuer et travailler avec une descente de charge sismique qui obéit à une accélération qui est plus faible que ce qu'on a en champ libre. Évidemment, une structure peut aussi avoir une capacité à dissiper de l'énergie, à présenter par exemple capacité à amortir. Et donc, le taux d'amortissement joue aussi sur la construction de ces spectres de réponse. Donc, généralement, il faut connaître à la fois la période propre et le taux d'amortissement de la structure pour pouvoir appliquer, exploiter ces spectres de réponse-là qui viennent donc avec le formalisme de l'euroconduite partie 5 notamment. Et donc, après, là, j'en parle de la période propre, c'est pas quelque chose qui va nous parler nécessairement en tant que géotechnicien. Il faut imaginer que, voilà, je vais donner quelques ordres de grandeur, il faut imaginer qu'une grande partie des bâtiments courants, quand je dis bâtiments courants, c'est un bâtiment R plus 2, R plus 3, R plus 4. Une grande partie des bâtiments courants se situe quelque part par là. Ça veut dire une période propre qui se chiffre, qui est entre 0,5, 0,25 secondes, de l'ordre de la seconde jusqu'à une seconde dans certains cas. En tout cas, beaucoup de cas vont se retrouver ici, certains vont se retrouver là, mais en tout cas, on est plutôt pour les bâtiments courants dans une situation qui amplifie le signal et non pas une situation qui atténue le signal. Par contre, quand vous allez avoir des bâtiments de grande hauteur, une tour, là, les périodes sont beaucoup plus longues et donc l'accélération elle peut être plus faible que ce qu'on a en champ libre. Voilà pour donner quelques ordres de grandeur. Donc là, par exemple, une tour de 130 étages à Dubaï, bah, la période propre, c'est 12 secondes. Là, vous voyez, par exemple, un bâtiment de 20 étages, période propre 2 secondes. Un bâtiment, par exemple, plutôt peu élancé, 3 à 8 Hertz, qui fait à peu près, donc ça c'est la fréquence, donc l'inverse, ça donne la période, c'est plutôt 0,3 secondes. Et puis vous avez un pan généralement c'est souple, donc c'est 6 secondes, etc., etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, un ouvrage est associé à une période propre, et c'est cette période propre qui va conditionner le choix de l'accélération qu'on va effectivement avoir dans la structure et qu'on va effectivement avoir au niveau des efforts qui vont se retrouver sur les fondations. Donc maintenant, justement, quand on parle si on maintenant revient sur le terrain géotechnique, imaginons qu'on a établi l'accélération sismique, on a établi de comment on va être amplifié, modifié par la structure, on a récupéré la descente de charge. Il faut qu'on vérifie maintenant notre fondation, par exemple. Et donc, c'est là où il faut se rappeler, et ça, c'est une notion qui existe aujourd'hui, qui est rappelée, il faut vraiment pas perdre de vue cette notion-là, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Euroconduite dans sa version actuelle, et qui se retrouve de façon plus appuyée dans la future génération de l'Euroconduite, c'est la notion d'état limite sismique. Et le plus important, c'est de rappeler que cet état limite sismique, c'est pas défini comme étant un problème de stabilité, un mécanisme de rupture. La définition, c'est un état limite sismique, c'est un état limite pour lequel il y a apparition de déplacement irréversible d'une amplitude inacceptable. Ça veut dire qu'un état limite sismique, c'est avant tout un état limite de déplacement. C'est une question de déplacement. Après ce déplacement-là, on peut le limiter moyennant des facteurs de sécurité. Mais ce qu'on cherche à couvrir, c'est avant tout une histoire de déplacement. Et ce déplacement-là, bah, ça peut être par exemple une fondation qui a glissé
sous séisme. Tout à l'heure, au tout début, j'ai montré le cas d'un bâtiment qui a basculé. En fait, l'état limite est là. C'est un état limite de déplacement avec une rotation irréversible, permanente, après le séisme. C'est cette rotation-là qu'il faut normalement comparer avec ce qui est censé être acceptable. Dans le cas du bâtiment que j'ai montré, c'est clairement pas acceptable. Mais dans certains cas, par exemple, quand vous avez des déplacements de l'ordre de quelques centimètres, c'est acceptable pour la majorité des ouvrages. Mais c'est vraiment cette notion de déplacement que l'on cherche à couvrir quand on parle d'état limite sismique. Dans la pratique courante, pour vérifier cet état limite sismique, on fait recours à des formalismes de justification pseudostatique. Ça veut dire on fait comme si l'action sismique était statique. Et à ce moment-là, on va comparer des actions, ça peut être la descente de charge sur la fondation, à des résistances. La résistance au glissement, la capacité portante, etc. Et ça, c'est un moyen détourné de couvrir les déplacements. En fonction du coefficient de sécurité que je vais me fixer entre l'action et la résistance, je vais plus ou moins avoir des déplacements qui sont plus ou moins importants. Donc, par exemple, si vous avez un coefficient de sécurité supérieur à 1, bah, toute rigueur, il n'y a pas de déplacement irréversible. Il peut y avoir des glissements, par exemple. Si vous avez un coefficient de sécurité inférieur à 1 sous séisme, ça peut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y aura des déplacements irréversibles qui peuvent, dans certains cas, être tout à fait acceptables vis-à-vis de ce qu'on va faire de l'ouvrage, ou dans d'autres, être préjudiciables. Donc, généralement, le plus souvent, on va faire recours à cette approche dite en force, avec des formalités de justification pseudo-statiques. On compare des actions et des résistances, on va dire en ajustant l'action sismique, les coefficients de sécurité, de manière à ce que les déplacements associés à cette vérification soient acceptables pour l'ouvrage étudié. Mais il faut garder à l'esprit qu'il est tout à fait possible de vérifier différemment l'état limite sismique et de façon, on va dire, avec une démarche de référence qui consiste à quantifier explicitement les déplacements par des analyses en déplacement. Donc, ça peut être plus ou moins élaboré, ça peut être des modèles de blocs rigides, des modèles dynamiques non linéaires. Et à ce moment-là, le but, c'est qu'on va calculer le déplacement et vérifier qu'il est acceptable. Et pour le calculer, il faut qu'on simule ce qui se passe de façon dynamique quand l'onde sismique arrive, quand, par exemple, la structure se met à osciller, quand la fondation se met à glisser, etc. Donc, ça reste évidemment des approches qui ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, le plus souvent, on fait recours à ces approches pseudo-statiques qui comparent des actions et des résistances. Mais gardez en tête que quand on n'y arrive pas, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à justifier la stabilité sismique par ces approches pseudo-statiques, ça veut dire simplement qu'on a touché la limite de ce qu'on peut faire avec ces approches-là. Et la suite, c'est changer l'approche et donc passer par des approches en déplacement. Donc, si maintenant je fais un focus sur le cas d'une fondation, les trois états limites géotechniques à vérifier, il y a un état limite de renversement, l'état limite de glissement, portance combinée, ce sont les mêmes états limites que l'on va retrouver, que l'on a sous chargement statique. Donc, la seule différence, c'est que cette fois-ci, on a un torseur, une descente de charge sismique et des résistances. Par exemple, quand on parle de portance, une capacité portante qui tient compte aussi du développement de force d'inertie dans le sol. Mais le formalisme, dans le cas d'une approche pseudostatique, des analyses pseudostatiques classiques, bah, l'analyse, elle se fait comme en statique. On va juste considérer la bonne descente de charge et la bonne résistance. Après, et les bons coefficients de sécurité, évidemment. Donc, le renversement, bah, on va vérifier, généralement, on va chercher à vérifier que ça ne se renverse pas. Le glissement, ça serait chercher que ça ne glisse pas, moyennant une marge de sécurité. Et la capacité portante, que ça ne poinçonne pas, moyennant une marge de sécurité. Et là, je parle de capacité portante combinée. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que le séisme, ça génère surtout des forces horizontales et des moments de renversement sur la fondation. Donc, ces moments de renversement vont augmenter l'excentrement. Les forces horizontales vont augmenter l'inclinaison de la charge. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'excentrement et l'inclinaison dégradent la capacité portante. Donc, ça veut dire que la capacité portante du sol va chuter très, très vite sous l'effet de l'inclinaison et de l'excentrement des charges. Indépendamment de ce qui se passe dans le sol, on va avoir le fait d'introduire des charges qui sont excentrées et inclinées, ça réduit la capacité portante du sol. Donc ça, c'est quelque chose que les géotechniciens connaissent bien, à savoir que ce qu'on appelle par exemple usuellement le facteur I delta, par exemple, qui rend compte de l'effet de l'inclinaison de la charge sur une fondation superficielle.
Plus vous inclinez, plus la capacité portante est faible. Et cette réduction, elle n'est pas du tout anodine. Il faut imaginer, vous inclinez une charge, la charge sur une fondation de, par exemple, de 40% par rapport à la verticale, bah, vous divisez, dans le cas qui est présenté, vous divisez la capacité portante par 4. Et là, vous avez les fonctions qui sont utilisées dans le fascicule 62, etc. Par exemple, pour une inclinaison de 20 degrés, il ne vous reste plus que 40% de la capacité portante théorique. Et il faut imaginer que le séisme a surtout pour conséquence d'augmenter, de générer cette inclinaison-là et cet excentrement-là, qu'on n'a pas nécessairement ce chargement statique. Donc ensuite, si maintenant je fais un focus sur l'état limite de portance, pourquoi? Parce que quand on fait l'exercice, c'est souvent un état limite qu'on a du mal à justifier à cause de ces effets d'inclinaison et d'excentrement. Dans l'euroconduite actuelle, on a une formule, un modèle qui est analytique qui a été calé sur des approches cinématiques par l'extérieur et qui permet donc d'exprimer, on va dire, une inégalité qui dit est-ce que ça passe ou ça passe pas en termes de capacité portance sismique, dans lequel il y a à la fois les effets d'excentrement qui sont inclus, les effets d'inclinaison, l'augmentation de la charge verticale, bien sûr, mais aussi les effets de force d'inertie, qui est représenté par F bar ici, les effets de force d'inertie dans le sol. Et donc après, comme vous pouvez le voir, il y a une expression qui fait intervenir une avalanche de coefficients, et les coefficients, ils dépendent de type de comportement. Donc c'est un calage qui a été fait sur des modèles, on va dire, assez élaborés, et qui a conduit à cette formule-là, mais qui rend compte un peu de ce qu'on faisait déjà dans le passé avec les approches de Terzaghi, etc. En l'absence de séisme, c'est quelque chose qui donne des résultats qui ne sont pas très éloignés des approches NC et N-gamma que l'on connaît tous et qu'on a tous vu à l'école. Et donc, cette formule-là, que vous voyez ici, qu'on a aujourd'hui dans l'euroconduite partie 5, bah, c'est quelque chose que l'on peut aussi traduire sous format graphique avec la notion de diagramme de stabilité. Donc, ça veut dire ici, je mets en abscisse, je mets la charge verticale normalisée par rapport à la résistance maximale, la charge horizontale normalisée, et puis je regarde, là le principe c'est que je vais regarder est-ce que les différentes descentes de charge que j'ai sont à l'intérieur du diagramme, et s'ils sont à l'intérieur du diagramme, c'est que la stabilité vis-à-vis de la capacité portante, vis-à-vis du mécanisme de poinçonnement est justifiée. Évidemment, plus l'excentrement est important, plus le diagramme de stabilité se dégrade, mais aussi l'effet d'accélération, le fait d'avoir une accélération dans le sol, ça a aussi tendance à réduire le domaine de stabilité. Ce sont ces phénomènes-là qui sont couverts par la formule qui est proposée ici. Maintenant, si je parle, donc là j'ai parlé des fondations, maintenant si on regarde ce qu'on a aujourd'hui pour les murs de soutènement. Pour les murs de soutènement, là aussi, on va retrouver des états limites à vérifier. Ça peut être des mécanismes, par exemple, de glissement, des mécanismes de basculement. Ça peut être aussi, quand vous avez un mur de soutènement sur un terrain meuble, un problème de capacité portante. Mais aussi, comme le cas que j'ai illustré au tout début, on peut aussi avoir des défaillances structurales. Ça veut dire que c'est la poussée qui est devenue très importante et qui a fini par casser le mur. Et après, on peut aussi avoir un mécanisme de stabilité qui n'a rien à voir avec le mur, entre guillemets. Ça veut dire que c'est un mécanisme de stabilité qui va englober, au grand glissement, qui va englober le mur de soutènement. Donc, il fait plus intervenir, on va dire, le différentiel d'altimétrie de part et d'autre du mur de soutènement plutôt que sa géométrie, on va dire, locale. Mais ça peut être aussi, on peut aussi être amené à observer ce type de mécanisme. Donc, il s'agit de vérifier ces différents états limites. Et le point essentiel, la donnée d'entrée pour, on va dire, tous les mécanismes locaux que vous voyez ici, donc la translation, la rotation, la capacité portante, les défaillances structurales, c'est un calcul de poussée. Et ce calcul de poussée doit tenir compte des forces d'inertie qui se développent dans le sol. Donc aujourd'hui, le formalisme qu'on a dans l'euroconduite partie 5, c'est un formalisme que j'ai simplifié avec l'écriture que vous avez ici à l'écran, qui consiste à dire que la poussée des terres dynamiques, elle peut être décomposée en 4 parties, 4 termes. Vous avez ce qu'on avait déjà en statique, ça veut dire la poussée statique avant séisme. Le séisme va induire un incrément, une augmentation de cette poussée. Donc, c'est ce qui est appelé ici incrément dynamique. Vous avez aussi, s'il y a de l'eau, vous avez déjà ce qui n'est généralement pas forcément le cas pour un mur poids, mais pour un écran de soutènement, ça peut être le cas. Donc, si vous avez de l'eau, vous avez une poussée hydrostatique initiale
donc en statique, avant le séisme. Et si maintenant l'eau est libre de se mouvoir à travers les grains du sol, sous séisme, on va avoir une modification de cette poussée hydrostatique, donc il y a un incrément hydrodynamique. Et donc après, voilà, donc en fonction de est-ce qu'on est hors nappe, est-ce qu'on est sous nappe et avec un comportement imperméable ou non drainé, est-ce qu'on est sous nappe avec un comportement perméable, drainé, selon ces situations, ces trois situations-là, on ne va pas avoir le même incrément dynamique et on va adapter aussi le choix on va dire, de paramètres θ que vous voyez ici. Au fait, le paramètre θ, ça traduit un peu la façon dont la gravité est modifiée par le séisme. Un séisme, ça génère une accélération horizontale, en plus de l'accélération de pesanteur. Donc, ce qui fait, tout se passe comme si vous aviez maintenant une gravité modifiée d'un angle θ qui est indiqué ici, et qui va dépendre de la façon dont le sol interagit avec la nappe. Ce qui est important à noter ici, c'est surtout la notion de comportement fermé et ouvert du sol. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est propre au soutènement. C'est une notion qu'il faut avoir en tête, y compris pour les problèmes de fondation en zone sismique. Ça veut dire un sol, généralement, dès qu'on va parler de sable, qu'il soit sous nappe ou hors nappe, généralement, on a tendance à considérer que son comportement est drainé. Et dès qu'on va parler d'argile, tout de suite, on va penser à un comportement non drainé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette distinction-là, ou ce point de repère-là, il est valable sous chargement statique. Ça veut dire un sable, effectivement, vis-à-vis d'un chargement qui va durer plusieurs années, c'est un comportement drainé, ou même plusieurs mois. Une argile, vis-à-vis d'un comportement qui va durer plusieurs, on va dire, quelques mois ou quelques années, c'est un comportement non drainé. Par contre, la même argile, si je laisse la charge s'appliquer pendant 50 ans, elle finira par retrouver son comportement drainé. Et le sable, par contre, si maintenant je viens le charger de façon extrêmement rapide, et en l'occurrence avec un chargement sismique, un sable peut avoir aussi un comportement non drainé quand il est sous nappe. Et en l'occurrence, comme vous pouvez le voir ici, les seuils de perméabilité, ils peuvent interpeller parce que ça ne correspond pas forcément aux ordres de grandeur qu'on a en tête pour distinguer un comportement fermé, non drainé, d'un comportement drainé, ouvert. Mais ça, ces seuils-là, ils sont valables sous chargement sismique, qui est un chargement extrêmement rapide. Et donc, pour ce chargement rapide-là, il faut imaginer que dès que vous allez avoir une perméabilité inférieure à 5, 10, moins 4 mètres par seconde, autant vous dire que la majorité des sols sédimentaires vont être dans cette catégorie-là. Donc, les sables, etc. On va avoir une perméabilité qui ne vont pas dépasser ce seuil-là. À ce moment-là, on est en comportement non drainé, dès qu'il y a de l'eau. Donc, comportement cohérent, avec une sorte de résistance au cisaillement non drainé, etc. Et par contre, les seuls terrains sous nappe qui vont avoir un comportement ouvert, drainé, c'est généralement des terrains qui sont très très perméables, 5-10-4 mètres par seconde. Je parle de comportement ouvert, drainé, sous séisme. 5-10-3 mètres par seconde, et ça va intéresser les enrochements, des alluvions très grossières, etc., des graviers, etc. Donc une catégorie bien particulière de sol. Donc voilà, là, je ferme la parenthèse. Après, la question qui anime beaucoup les géotechniciens, c'est comment je calcule la poussée dynamique. Et pour calculer la poussée dynamique, ou l'incrément dynamique que vous voyez ici, généralement, je vais faire appel à des approches. Le plus souvent, on fait appel à des approches au modèle dit de Monod-BOKB. Là, vous avez un extrait de l'annexe E de l'Euroconduite partie 5 actuelle. On vous dit que vous pouvez calculer, c'est pas imposé, vous pouvez calculer le coefficient de poussée dynamique avec cette approche-là, le modèle de Monod-BOKB. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un modèle qui est dérivé au fait du coin de Coulomb. Et donc, ça vous permet d'avoir traité le cas d'un sol frottant, mais aussi le cas d'un sol cohérent ou le cas d'un sol intermédiaire. La formule qui a été mise dans l'Euroconduite, c'est uniquement le cas d'un sol frottant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres formes de ce modèle-là. Mais voilà, donc c'est le plus souvent. Donc, on va avoir recours à ce modèle-là. Pour rappel, mon OBOKB, c'est 1924. C'est simplement un coin de Coulomb avec force d'inertie. Donc, c'est quelque chose qui peut se résoudre à la main. Donc, on met des forces d'inertie, on regarde l'équilibre de ce coin-là, et ça vous permet d'avoir c'est quoi la force optimale qui stabilise le coin de poussée. Et cette force-là, on peut l'exprimer comme étant un coefficient fois le poids des terres
moins un autre coefficient fois la cohésion fois la hauteur. Et donc, c'est ce coefficient-là, dans le cas d'un sol frottant, dépourvu de cohésion, c'est ce coefficient-là qui est donné par l'expression qui est indiquée ici, par exemple. Donc, ça permet de rendre compte de combien la poussée dynamique est amplifiée par, on va dire, l'action sismique qui est représentée ici par l'angle θ, qui traduit la modification de la gravité. Voilà. Et puis, sachez qu'il existe aussi des formes plus générales de ce modèle-là, de Monod-BOKB, donc en présence d'un terme de cohésion. Donc là, vous avez des abacs qui vous donnent les coefficients KAD, KACD, en fonction de θ, en fonction de phi, de lambda, de la cohésion, etc., etc. Je pourrais revenir là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis ensuite, on peut aussi, dès que vous allez avoir des configurations avec des stratigraphies complexes, une lithologie particulière, présence de surcharge localisée, etc., bah, ces modèles-là, ils ne permettent pas nécessairement facilement de statuer. Donc, on peut aussi avoir recours à des approches plus modernes, comme par exemple la méthode cinématique de calcul de la rupture. Donc là, c'est quelque chose qui permet de retrouver les résultats de Monod-BOKB quand vous avez un sol cohérent, un sol frottant, pardon. Et dès que vous allez mettre de la cohésion, vous allez mettre de la stratigraphie, de la rugosité, bah, c'est quelque chose qui permet de sécuriser, de fiabiliser l'estimation de la poussée. Et donc, en l'occurrence, le modèle de Monod-BOKB, il est très vite mis en défaut dès que vous allez avoir un terme de cohésion ou que vous allez avoir des stratigraphies complexes, une pente, etc. Donc l'intérêt de ces modèles-là, par exemple des méthodes cinématiques avec la rupture, ça permet de traiter des stratigraphies comme ce que vous voyez ici. Donc là, c'est des calages qui ont été faits, par exemple, avec un logiciel comme Talrand, par exemple. Vous pouvez utiliser Talrand pour calculer la poussée butée dynamique des terres, donc tenant compte du séisme, la stratigraphie, des surcharges, etc. Je finis sur le sujet de la poussée dynamique des terres en rappelant que là, ça aussi, c'est un extrait de l'annexe E de la partie 5 de l'Eurocode 8 actuelle, et dans lequel on rappelle que finalement, en fait, vous pouvez aussi utiliser les abacs qui sont applicables en conditions statiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on doit calculer un écran et un mur de soutènement, les coefficients de poussée butée, on les obtient à partir des tables de poussée butée qui généralement résultent d'une théorie bien plus avancée que le coin de Coulomb. Donc, les tables, par exemple, de Kakok-Rizel, ce sont des mécanismes bien plus élaborés qu'un simple coin de Coulomb. Et on peut tout à fait les utiliser, ces tables-là, mais en adaptant les conditions de gravité, parce que la présence de séisme modifie la gravité. Donc, en fait, c'est comme si vous allez tourner le modèle d'un angle θ. Et donc, il suffit, au fait, d'appliquer cette table-là usuelle, mais avec une gravité modifiée. Donc, ça correspond, en fait, à utiliser, donc, généralement, les tables de poussée butée vous permettent d'avoir les coefficients de poussée butée pour un bêta donné et pour un lambda donné. Il s'agit de prendre bêta et lambda égale à θ. Voilà, donc il s'agit de prendre comme inclinaison du terrain et inclinaison du mur l'inclinaison induite par le séisme. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'exploiter pleinement les tables usuelles de poussée butée existantes et qui donnent des résultats tout à fait comparables à ce qu'on obtiendrait avec des approches numériques de type calcul à la rupture. Donc ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Donc, on a des choses pour vérifier les fondations, on a de quoi vérifier les soutènements, même si dans l'Eurocode 8, on retrouve que le modèle de Monod-BOKB avec tout ce que cela implique, il n'y a pas la cohésion, etc. En tout cas, dans la formule qui est donnée. Pour les fondations, c'est essentiellement des approches pseudostatiques qui sont mises en avant. Et puis, tout ce qui relève de l'interaction sur structure, c'était quelque chose qui était peu développé dans la mouture actuelle de l'Eurocode 8. La nouvelle génération de l'Eurocode 8, partie 5 notamment, permet de pallier à ces faiblesses-là du texte actuel. Et en l'occurrence, dans les grandes lignes, l'action sismique, cette nouvelle génération, on a enrichi la classification sismique des sols. Tout à l'heure, je vous ai montré A, B, C, D, mais les notions d'épaisseur n'étaient pas forcément très explicites. Là, on a enrichi en tenant compte d'une combinaison croisée entre l'épaisseur, la rigidité, etc. Il y a aussi, on a enrichi le choix des séismes. Ça veut dire qu'avant, on avait un seul séisme à considérer, avec lequel il fallait vérifier tous les états, limites sismiques. Et en réalité,
il peut y avoir, la question se pose pour regarder deux niveaux de sismicité. Il y a un séisme, on est sûr qu'il va arriver. Il va arriver même plusieurs fois pendant la durée d'exploitation de l'ouvrage. Pour ce séisme-là, il faut que l'ouvrage reste opérationnel. C'est ce qu'on va appeler le séisme ELS. Et puis il y a des séismes extrêmes, où la probabilité, c'est ceux avec lesquels on dimensionne jusqu'à présent. Pour ces séismes-là, il ne s'agit pas nécessairement de garder l'ouvrage opérationnel. On peut accepter de réparer pour certains types d'ouvrages ou de perdre certains types d'ouvrages. Donc, en fait, là, on a enrichi aussi le niveau de sismicité. Donc, il y a des séismes ELS, des séismes ELU. Et pour chaque séisme, il y a des états ou des exigences qui sont adaptées. En termes d'état limite sismique, la nouveauté de la future mouture, c'est qu'on a à la fois les approches en force et les approches en déplacement. On a généralisé la notion d'accélération critique. Ça veut dire que l'accélération à partir de laquelle le système atteint un équilibre limite, et à partir de laquelle on ne peut pas utiliser l'approche en force. Donc, à partir de cette accélération critique, il faudra soit passer en approche en déplacement, soit dégrader l'accélération. Donc ça a été développé dans la future mouture. Et puis aussi, la nouveauté aussi, c'est que tous les facteurs partiels sont passés à 1, et c'est la seule façon qui nous permet d'avoir la continuité entre l'approche en force et l'approche en déplacement, c'est on va dire, de rendre unitaires les facteurs partiels de sécurité. Et puis les ordres de grandeur des déplacements irréversibles que l'on pourrait avoir pour un état limite de glissement, par exemple, un état limite de portance, etc., sont aussi indiqués en fonction de niveau d'accélération sismique ou le rapport entre l'accélération sismique et l'accélération critique. Sur la liquéfaction, il y a eu aussi, on va dire, un grand pas en avant avec des annexes détaillées à la fois sur les méthodes CPT, SPT, des méthodes empiriques pour estimer les tassements post-liquéfaction. Sur l'interaction sur structure, on a rajouté des annexes qui donnent les raideurs de fondations superficielles et profondes, des fonctions d'impédance. Une certaine, on va dire, promotion des approches en déplacement, ça veut dire de l'ISS non linéaire, je reviendrai là-dessus si on a le temps. Et puis ensuite, sur les soutènements, il a été fait le choix d'une autre approche pour le calcul de poussée butée. Donc là, l'approche que je vous ai montrée au MonoBOKB, c'est une approche qui donne la résultante de la poussée, donc en contrainte totale, en termes de résultante, pour un sol frottant, la formule qui avait été mise dans la mouture actuelle. Et pour la future génération, la poussée butée est exprimée avec un modèle en contrainte effective qui prend en compte la cohésion, la rugosité. Donc d'un point de vue ingénieur, c'est beaucoup plus pratique. Il y a aussi la prise en compte quand vous allez avoir des écrans de soutènement de grande hauteur. Il y a un vrai sujet de variation spatiale de l'accélération sismique, c'est-à-dire l'accélération sismique varie sur la hauteur du mur, mais aussi quand on s'éloigne du mur. Donc ça veut dire dans le coin, à l'intérieur du coin de poussée, vous n'avez pas une accélération sismique uniforme, vous avez quelque chose qui varie en fonction de x, y. Et ça, on peut le prendre en compte de façon plus ou moins simplifiée, en tout cas une approche simplifiée qui est proposée dans la future mouture, et aussi une notion d'accélération déstabilisante au critique à partir de laquelle il faut accepter les déplacements et on donne ces ordres de grandeur de déplacement que l'on pourrait avoir. Donc, principales évolutions, donc si maintenant je rentre un peu plus dans le détail, 3 états limites sismiques. Donc on distingue un état limite pour lequel on est proche de l'effondrement, un état limite pour lequel il y a des dommages significatifs mais réparables, et un état limite pour lequel ça reste opérationnel, limitation des dommages. Et puis après, 3 types de structures, des structures qui sont ordinaires, des structures qui sont importantes et des structures qui sont essentielles. Et comme vous pouvez le deviner, en fonction du type de structure, on ne va pas exiger le même état limite sismique pour un séisme donné. Et pour les méthodes d'analyse, 2 types de méthodes qui sont placées à égalité et qui sont à chaque fois invoquées, donc on va dire pour chaque état limite sismique. Par exemple, le glissement d'une fondation, on va dire, vous pouvez le faire soit avec une approche en force, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, soit avec une approche en déplacement, et à ce moment-là, on donne des ordres de grandeur de déplacement acceptables, etc. Donc, ce qui constitue un très grand pas en avant par rapport à la démarche de justification. Alors, pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? C'est parce qu'aujourd'hui, si vous faites l'exercice de chercher à vérifier la stabilité au glissement d'une fondation superficielle, par exemple en lien avec l'euroconduite, vous allez voir que, par exemple, pour une structure souple, en fonction de l'angle de frottement d'interface, mais généralement à l'interface d'une fondation superficielle, on va retenir 30 degrés à peu près.
À partir de 0,3G, on ne sait pas justifier. 0,3G, ça suffit pour couvrir une grande partie des cas. Par contre, structures rigides, et que vous allez avoir des structures très rigides, des réservoirs de grande dimension, des structures qui sont très peu élancées, en fait, vous allez voir, par exemple, pour des angles de contact courants, à partir de 0,2G, comme accélération, je ne sais pas justifier la stabilité avec une approche en force. Ça veut dire au-delà, il y aura forcément des déplacements qu'il faudra quantifier et vérifier leur acceptabilité vis-à-vis de l'ouvrage. Maintenant, si je regarde la capacité portante, c'est-à-dire vous avez un ouvrage fondé superficiellement sur un terrain meuble, un terrain frottant par exemple, dans le cas présent, et je regarde à partir de quel moment j'ai un problème de portance. J'atteins l'équilibre limite en termes de capacité portante. Pour une structure rigide, en réalité, et pour une structure peu élancée et rigide, à partir de 0,1G, on ne sait pas justifier la capacité portante sous séisme. Une structure souple, on peut monter jusqu'à 0,15. Et si maintenant vous avez en plus quelque chose de très élancé, la capacité portante, au fait, elle est mise en défaut à partir de même pas 0,1G. Ce qui fait que dans la majorité des cas, on va avoir un problème de capacité portante si on mène l'exercice jusqu'au bout. Et en réalité, ce n'est pas un problème de capacité portante, c'est simplement une impasse conceptuelle liée à l'approche de force. Ça veut dire, au-delà de ce niveau d'accélération, il y aura un déplacement qu'il faut pouvoir quantifier et qu'au-delà de cette accélération, il y aura un filtre. Le contact sol-fondation va filtrer on va dire, la force sismique. Et ce qu'on va avoir au niveau de la superstructure, c'est quelque chose qui obéit à un niveau d'accélération plus faible. Sur les murs de soutènement, pareil. C'est pour ceux qui ont déjà fait l'exercice de chercher à justifier un mur de soutènement sous séisme. Donc là, moi, je me suis amusé à faire l'exercice pour le contexte français. Et en l'occurrence, si j'applique aujourd'hui l'exigence de non-renversement, il va falloir, par exemple, dans certaines régions de France, il va falloir justifier des murs qui, dans la largeur, construire des murs dans la largeur est proche de la moitié de la hauteur, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on fait habituellement. Généralement, un mur poids, c'est 30 à 40% de la hauteur. En réalité, si on doit faire l'exercice de chercher à vérifier non-renversement au titre d'une approche en force, là, il faudrait monter même jusqu'à 0,6 fois H dans certaines régions. Et si maintenant le but, c'est d'assurer le non-décollement ou de limiter le décollement à 30% par exemple la largeur, là, il va falloir construire des murs carrés. Donc tout ça pour dire que très très vite, les approches en force vont conduire à des impasses conceptuelles, à des situations qui sont difficilement justifiables. Si maintenant je regarde la stabilité au glissement d'un mur, un mur de soutènement donc, animé par des forces d'inertie, ces forces d'inertie amplifient aussi la poussée des terres. Je démarre d'un mur qui est correctement justifié en statique de façon optimale, ça veut dire le coefficient au glissement c'est 1,5 en statique. Et à ce moment-là, j'introduis le séisme et comme vous pouvez le voir, à partir de 0,1G, je ne sais plus justifier la stabilité au glissement. À partir de 0,1G, ça commence à glisser, qu'on le veuille ou non. Ensuite, si maintenant je surdimensionne mon mur et je construis un mur dont la base, par exemple, c'est 0,6 fois la hauteur ou une fois la hauteur, un mur carré, à ce moment-là, j'augmente la marge de sécurité disponible sur chargement statique, mais comme vous pouvez le voir, au mieux, vous allez pouvoir monter jusqu'à 0,2, 0,25G. Au-delà, on a une impasse. Et puis, si maintenant j'ai un mur sur un terrain meuble, il y a un sujet de capacité portante sous le mur, donc un sujet, on va dire, de stabilité rotationnelle. Et à ce moment-là, le défaut de, on va dire, l'impasse conceptuelle est rencontré à des niveaux d'accélération bien plus faibles, 0,07G dans le cas d'un mur qui est dans la largeur et 2/3 de la hauteur, et 0,15G dans le cas d'un mur dans la largeur, c'est une fois la hauteur. Comme vous pouvez le voir, ça reste des niveaux d'accélération très faibles. Au-delà, il y aura un déplacement qu'il va falloir estimer. C'est pour s'affranchir de cette impasse conceptuelle que l'action sismique dans la future génération de l'euroconduite a été adaptée de manière à rendre compte de ce qu'on appelle un facteur de comportement géotechnique, qui rend compte un peu de ce déplacement-là en lien avec un état limite sismique donné. Donc, c'est-à-dire l'action sismique du calcul, c'est un facteur de comportement, fois le facteur de performance ou d'importance que j'ai évoqué tout à l'heure, fois le facteur site, le S que j'ai évoqué tout à l'heure, fois l'action de référence qui tient compte de la zone de sismicité, etc. Là, j'ai considéré volontairement des notations qui ressemblent un peu, qui correspondent un peu à ce qu'on a dans la mouture actuelle, pour que vous puissiez faire la transition.
faut imaginer ce qui ne va pas forcément simplifier les choses. Dans la future mouture, on a changé les notations. Donc, je n'ai pas voulu reconduire les notations de la future génération, de le reconduire pour éviter de nous perdre. Et donc, en l'occurrence, ce facteur de comportement, c'est ce qui permet de s'affranchir de cette impasse conceptuelle. Et on vous dit, par exemple, pour un état limite de glissement d'une fondation, par exemple, ben on peut choisir, on peut travailler avec une fraction de l'accélération sismique. Donc, ça peut être moyennant un facteur R de 1,25, 1,5, 1,75. Et en fonction de ce que vous allez retenir comme R, ça vous donne une idée du déplacement que ça va générer. Ça veut dire que quand vous y allez dimensionner avec un R qui vaut 1,5, on est en train d'accepter que ça glisse. Et ce glissement-là, qui va donc générer un déplacement permanent post-séisme, bah, il peut se chiffrer en 1,5 cm, 2 à 5 cm, une dizaine de centimètres, selon la valeur de R que vous allez choisir. Et on va retrouver des indications de ce type-là pour différents types d'états limites. Glissement, portance, grand glissement pour les pieux, etc. Vous avez aussi sur le facteur gamma I une notion, donc ça a été enrichi, donc une notion en fonction de l'état limite sismique, en fonction de la classe de conséquence, on a une période de retour et c'est ce qui donne un facteur d'importance. Donc ça fait 9 catégories d'importance entre guillemets si on croise les deux, à la fois l'état limite sismique et puis la classe de conséquences par rapport aux 4 catégories qu'on avait avant. Et le facteur S aussi, ça a été enrichi. Et donc, c'est quelque chose qui, maintenant, croise à la fois le niveau de rigidité, mais aussi le niveau de l'épaisseur. Et donc, ce croisement vous donne, en fait, on va dire, 16 catégories à considérer pour le choix du facteur S. Et pour les soutènements, ce que je disais, c'est que le choix qui a été fait, c'est un modèle établi en contrainte effective qui vous donne accès à la poussée des terres comme pression totale, comme étant la somme de la pression, on va dire, d'eau, plus un coefficient fois la contrainte effective, moins 2 fois la cohésion fois un coefficient, et qu'on peut relier de façon approchée au coefficient de poussée. En tout cas, quelque chose qui rappelle un peu à ce qu'on faisait avec l'approche de Rankine. La seule différence, c'est que ces coefficients-là tiennent compte explicitement on va dire, de l'effet sismique dans le remblai, dans le terrain en poussée ou en butée. Donc, c'est ce qui est représenté par θ ici. Alors, c'est une approche, donc c'est un modèle qui avait été publié par un monsieur qui s'appelle Ancelotta, qui date de 2002. Donc, c'est un modèle assez récent. L'intérêt, c'est sa simplicité. Donc, l'expression est assez simple à manipuler, à implémenter, mais néanmoins, ça reste une approche plutôt sécuritaire. Donc, ça vous donne une estimation par excès de la poussée et par défaut de la butée. Mais ça permet de dégrossir assez rapidement des problèmes d'écran de soutènement ou de mur de soutènement, etc. Donc là, je vous mets ici simplement une comparaison en termes de poussée entre ce modèle-là qui a été retenu dans la future version de l'Eurocode 8, partie 5, ce qu'on obtiendrait en exploitant l'étape de Kako-Kirizel, qui est pour moi le modèle de référence. On exploite l'étape de Kako-Kirizel en adaptant la gravité, et puis ce qu'on obtiendrait aussi en utilisant le calcul de la rupture, et ce qu'on obtiendrait en utilisant un modèle de mono-BOKB, qui était au fait ce qu'on avait dans l'Eurocode 8, partie 5 actuelle. Et donc, on peut le voir, quand vous allez avoir un sol en poussée dans un terrain frottant, globalement, il n'y a pas d'écart. Les écarts sont faibles. Donc là, si je regarde le cas avec un séisme de 0,2 G, une rugosité de tiers, les écarts sont négligeables. C'est moins de 5%, 10%, 5 à 10%. Donc c'est tout à fait acceptable entre, on va dire, les deux extrêmes qui sont l'Ancelotta et mono-BOKB. C'est plutôt en butée que les écarts apparaissent. Et en l'occurrence, si je regarde le cas d'un terrain en butée, avec une rugosité de moins de 2 tiers, un KH de 0,2 G, globalement, là, pour moi, la référence, elle est entre les deux, là. Donc, 712, 734. Et puis, l'Ancelotta va vous donner quelque chose d'un peu plus faible. Par contre, mono-BOKB aurait donné quelque chose de excessivement fort. Et donc, c'est-à-dire qu'on aurait surestimé la butée dans des proportions significatives. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas recommandé d'utiliser mono-BOKB pour le cas d'une butée
avec une rugosité non nulle, mais néanmoins, on peut tout à fait avoir une estimation assez réaliste de la butée avec des approches telles que la rupture Grisel, ou de façon enveloppe avec l'approche de Lancelota qui était retenue dans la future mouture de l'Eurocode 8 partie 5. Alors, j'arrive au terme, on va dire, des deux premières parties de l'exposé, qui sont, on va dire, le cœur on va dire, de l'intervention. Après, on a le troisième sujet, c'est plus, on va dire, quelques considérations pratiques autour de l'ISS. Ce que je proposerais bien, comme c'est déjà midi là, on peut peut-être échanger sur ce que j'ai présenté là lors des deux premières parties. Et puis, si vous avez la force, on pourrait aborder la troisième partie ou la laisser pour une deuxième séance. À vous de, quand vous voulez. Ahmed, je te laisse décider. On est nombreux là, on est à plus d'une trentaine de personnes. Très bien. Tout à l'heure, on a démarré à 10 personnes. Donc là, je vois que l'intérêt augmente et que les gens restent connectés. Si ça prend moins d'une 30 minutes, on pourra Oui, rester. très bien. Donc, on enchaîne? Vous êtes toujours là? On enchaîne, oui. Ok, très bien. Modèle. Bah, très bien. Donc là, c'était juste un focus sur les aspects propres à l'interaction sans structure et la place que ça occupe, sous séisme bien sûr, et ça occupe dans les orocodes. Le point le plus important à garder en tête, c'est que l'ISS ou l'interaction sans structure, c'est quelque chose, l'objectif, c'est d'avoir une estimation plus fine des déplacements. C'est-à-dire, on rend compte du fait que, par exemple, la fondation d'un ouvrage peut tasser, peut se déformer horizontalement, il peut y avoir aussi une rotation. Et cette souplesse-là, qui est ressentie au niveau de la fondation, peut modifier la réponse de l'ouvrage, la réponse de la structure, et particulièrement sous action sismique. Donc ça veut dire, le fait d'avoir de la souplesse, ça va modifier la période propre apparente. Et comme vous avez, ce que j'ai évoqué en introduction, bah l'accélération qu'on va avoir dans un bâtiment, elle est fonction de la période propre. Et si le bâtiment est posé sur un terrain meuble, cette période propre change. Elle va être plus importante, plus longue. Le bâtiment est plus souple, période propre plus importante. Et donc, et là où il y a vraiment un sujet, c'est quand vous avez un fort contraste de rigidité entre la structure et le sol. Typiquement, quand vous avez une structure très très rigide avec un sol très mou, ou l'inverse, une structure souple avec un sol très raide. Donc, dans les eurocodes d'aujourd'hui, on exige de mettre en œuvre l'interaction sans structure dans les situations où elle permet de sécuriser le dimensionnement. C'est-à-dire dans les situations où elle est favorable, c'est pas que c'est interdit, c'est bien de le faire, ça permet d'optimiser. Mais c'est quelque chose, j'allais dire, négliger l'interaction sans structure, ça nous place du côté de la sécurité, donc c'est quelque chose qui n'est pas exigé. Mais par contre, les situations où l'ISS a un effet défavorable sur le dimensionnement, il est nécessaire d'avoir recours, de rendre compte de ces mécanismes-là. En l'occurrence, des cas où il faut être très attentif, c'est le cas de structures très rigides par rapport au sol. Donc ça correspond, si je reviens au tout début, j'avais présenté la notion de spectre de réponse. Et cette notion de spectre de réponse, au fait, les structures très rigides, ce sont des structures qui ont une période propre très très courte. Ils vont se retrouver quelque part par là. Et là, le fait de prendre en compte l'interaction sur structure, la souplesse additionnelle apportée par la fondation, par le sol, au fait, ça va conduire à allonger la période et à avoir une accélération plus forte que ce qu'on aurait obtenu en négligeant la souplesse du sol. Donc, au fait, c'est pour les structures qui sont situées quelque part par là. Et puis, vous avez aussi le cas particulier, par exemple, d'une structure très élancée. Donc, alors si je reviens là où j'étais, une structure très élancée, typiquement une tour de grande hauteur. Au fait, pour cette structure-là, la question, c'est pas tant la force sismique, mais c'est surtout les effets de second ordre. Une structure très élancée va se déformer, et cette déformée-là va faire que finalement les efforts verticaux, le poids propre, se retrouvent excentrés par rapport au centre de la fondation. Cet excentrement-là va générer des moments additionnels et ça peut, on va dire, être préjudiciable vis-à-vis de la stabilité de la fondation. L'autre situation, il est nécessaire d'utiliser, de mettre en œuvre de l'interaction sur structure, c'est tout ce qui va toucher le domaine des fondations profondes. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les fondations profondes, là vous avez une situation de contraste de rigidité. Vous mettez un pieu, si vous avez mis des pieux, c'est que vous êtes en présence de terrain mou. Donc un pieu qui traverse des terrains mous,
bah, vous allez avoir un terrain mou qui a envie de se déformer sous séisme. Cette déformée différentielle entre le sol et le pieu va générer des effets de poussée dissymétrique. C'est les mêmes types de mécanismes que ce qu'on utilise quand vous avez un pieu à côté d'un remblai, par exemple. Bah, c'est la même chose, mais simplement sous action sismique. C'est lié aux effets de propagation d'ondes. Donc, ça va générer des efforts de flexion, etc. En tout cas, des mécanismes d'interaction sol-pieu et qu'il faudra prendre en compte et qu'on appelle interaction cinématique. Et si vous êtes en présence de sol mou, généralement, notamment pour des bâtiments courants, ça veut dire des bâtiments qui ont une fréquence, une période propre de l'ordre de la seconde, ou on va dire 0,5 à 1 seconde. Il faut imaginer que les sols mous, ils ont leur fréquence propre, généralement, elle est aussi voisine de cet ordre de grandeur-là. Et ça veut dire que vous avez deux matériaux, deux systèmes qui ont la même fréquence. Ils vont rentrer en résonance. Et c'est la raison pour laquelle, dans les régions où il y a beaucoup de sol mou, bien que les séismes soient de faible intensité, ça génère des dégâts qui sont très importants parce on génère des phénomènes de résonance qui amplifient beaucoup le signal. Typiquement, le cas qui me vient à l'esprit, c'est le cas de Mexico. C'est une ville sur sol compressible. Le niveau de sismicité, il n'est pas très élevé, mais à chaque fois qu'il y a un séisme, les dégâts sont très spectaculaires et très importants. C'est parce que on est pleinement dans une situation de résonance entre le sol et les bâtiments courants. Les bâtiments courants. Et puis, par contre, en dehors de ces situations-là, pour lesquelles on n'a pas le choix, il faut les mettre en œuvre, faut mettre en œuvre l'ISS et ça permet de sécuriser le dimensionnement. Il faut imaginer que dans les autres situations, le fait de mettre l'ISS, ça permet d'optimiser le dimensionnement. Donc, ça permet d'affiner le torseur sismique, la descente de charge sismique, donc d'optimiser les fondations, d'optimiser le soutènement, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut aller dans une optique de sobriété si on est amené à construire un ouvrage neuf dans une zone de forte sismicité. Donc, pour mettre en œuvre l'ISS, l'interaction sur structure, sous séisme, il y a 4 niveaux de complexité. Le niveau 1, c'est le niveau où on néglige. Ça veut dire niveau 1, c'est pas d'ISS. Donc, on fait comme si on était posé sur un terrain indéformable, ce qui peut être le cas dans le cas où vous avez un ouvrage au rocher. Maintenant, le niveau suivant, qui va couvrir la majorité des ouvrages, c'est un niveau où on va chercher à rendre compte de la souplesse du sol, donc moyennant des ressorts pseudostatiques qu'on va mettre en place, qu'on va introduire dans le modèle de calcul au niveau des fondations, au niveau des pieux, de radiers, etc. Donc là, le niveau 2, ça consiste à dire, j'ai un sol qui peut se déformer, par conséquent, au niveau de la base de ma structure, il peut y avoir une rotation, il peut y avoir une translation, un tassement, etc. Et cette souplesse-là va modifier la période propre apparente. Niveau 3, maintenant, c'est on va calculer ces ressorts de façon plus élaborée, en écrivant que finalement, en réalité, tous ces efforts-là qu'on est en train de manipuler, ces efforts sismiques, ce sont des efforts dynamiques, variables dans le temps. Et ces effets dynamiques s'accompagnent d'un mécanisme de propagation dans le sol qui va faire qu'en réalité, il y a des amortissements qui apparaissent, il y a des raideurs, des effets de masse qui apparaissent, qui modifient la raideur. Donc, en fait, c'est le domaine, c'est le seuil à partir de lequel le niveau à partir de lequel on va commencer à évoquer la notion d'impédance dynamique. Ce sont des ressorts plus élaborés, c'est-à-dire un ressort dont la raideur dépend de la fréquence d'excitation ou de la fréquence, on va dire, de conception, et une source d'amortissement qui tient compte des effets de radiation des ondes dans le sol. Le niveau 4, c'est le niveau à partir duquel je commence à dire, finalement, j'ai un bâtiment qui glisse, mais c'est pas grave, je vais regarder ce que ça donne comme déplacement. Ça veut dire c'est un niveau à partir duquel j'écris le fait que le bâtiment peut se désolidariser du sol, entre guillemets, où la fondation peut glisser au-dessus du sol, et peut aussi poinçonner, en tout cas, je peux développer des non-linéarités dans le terrain. Et ces non-linéarités, il faut imaginer que c'est pas forcément. Pour un séisme, et de manière générale, quand vous avez une action qui se présente sous la forme d'un déplacement, le fait d'avoir un système non linéaire, ça dissipe l'énergie et ça optimise le dimensionnement. C'est une sorte d'isolation sismique. Ça veut dire un sol qui placifie, certains vont le voir comme étant problématique. Ça veut dire on a un problème de portance. Ça peut être le cas quand vous avez une placification très importante, généralisée. Mais si vous avez une amorce de placification maîtrisée, à ce moment-là, cette amorce-là peut être exploitée comme étant une source de dissipation d'énergie. Donc c'est quelque chose qui permet de filtrer les ondes sismiques. C'est comme un fusible.
Ça filtre les ondes sismiques avant même que ça arrive au niveau de la superstructure. Donc le niveau 4, ce sont des démarches d'interaction sur structure qui rendent compte un peu des mécanismes de dissipation d'énergie qui peuvent se développer directement dans le terrain. Et pour mettre en œuvre on va dire, ces approches-là d'interaction sur structure, il faudra pouvoir caractériser ce système d'appui. Donc, ce système d'appui représente la fondation. C'est la réponse apparente de la fondation. Là, j'ai représenté la fondation par un ressort qui peut être réparti, ponctuel, etc., selon le type de fondation. Là, c'est un ressort et un amortisseur. Là, c'est un ressort, un amortisseur et un patin. En tout cas, pour pouvoir faire ça, le premier point de départ, c'est de caractériser la déformabilité du sol sous séisme. Et quand on parle de déformabilité du sol sous séisme, c'est la notion de module du cisaillement sismique, parce que ce qui nous intéresse, c'est essentiellement des ondes de cisaillement. Et donc, dans la future mouture de l'Eurocode 8, on a développé ce point-là aussi. Ça veut dire qu'il y a une approche forfaitaire qui vous permet de rendre compte de la dégradation, de la variation du module G en fonction de l'intensité du séisme et en fonction du type de sol, mais aussi d'avoir une estimation de taux d'amortissement que l'on pourrait avoir dans le terrain. Donc ça, c'est une des premières étapes. L'autre point à gérer, c'est une fois que vous avez caractérisé la déformabilité du sol, c'est d'estimer la valeur de ce ressort-là, la valeur de cette raideur-là, donc raideur horizontale, verticale, rotationnelle. Donc là, vous avez, dans la future mouture de l'Eurocode 8, on a aussi mis une annexe qui donne des expressions analytiques en termes de raideur pour une fondation superficielle. Il y a aussi des choses pour une fondation profonde. Et en termes d'amortissement radiatif, donc si on est amené à utiliser, à mettre en œuvre une ISS de niveau 3. Et puis ensuite, une fois que vous avez ces ingrédients-là, on a caractérisé la raideur du sol, on va l'introduire dans le modèle structural, donc ça veut dire dans un niveau 2, 3 ou 4, et à ce moment-là, la réponse de l'ensemble va se retrouver modifiée par rapport à ce qu'on aurait vu si le bâtiment était posé sur un terrain indéformable. Donc c'est là on va observer que finalement, le fait de mettre en œuvre de l'ISS, ça va conduire à allonger la période propre. On a un système plus souple et la période augmente avec la souplesse du système mécanique. Et donc, en l'occurrence, le fait d'allonger la période propre, comme vous pouvez le voir ici, ça va conduire, dans certains cas, à réduire l'action sismique. Donc là, c'est la notion de spectre de réponse que j'ai présentée tout à l'heure. Bon, une période plus élevée implique généralement, quand vous avez des ouvrages qui sont situés quelque part par là, implique généralement une optimisation de l'action sismique. Vous allez aussi bénéficier de l'amortissement apporté par le sol. Et là aussi, c'est quelque chose qui va venir atténuer l'action sismique générée dans la superstructure et induite au niveau des fondations. Donc, les deux mécanismes vont dans le sens de l'optimisation. Donc là, c'est juste pour illustrer, je vous montre le cas d'un bâtiment qui est particulièrement rigide. Donc, on arrive à le reconnaître avec une période propre de l'ordre de 0,2 secondes. Ça, c'est un trait caractéristique d'un bâtiment rigide, posé sur un terrain. Là, j'ai pris des sables moyennement denses. Donc, un terrain de classe C, si on se repère par rapport à la classification de l'Eurocode 8 actuelle. Si je fais le calcul ou l'analyse, sans interaction sur structure, en considérant uniquement le bâtiment comme s'il était posé au rocher, à ce moment-là, avec une période de 0,17 secondes, l'action sismique à considérer, c'est 75% de la masse, 75% de la force verticale. Ça veut dire que l'inclinaison de la charge au niveau de la fondation, elle est à 75%. Ce qui est assez élevé, là on serait incapable de justifier un système de fondation superficielle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on va introduire l'amortissement apporté par ce terrain de fondation, qui est en l'occurrence des sables de grande épaisseur, la souplesse apportée par le système de fondation, en fait, là, je peux évaluer l'amortissement du système, et en l'occurrence, dans le cas présent, c'est 23%, et puis je peux aussi estimer de combien l'action sismique est dégradée, de combien la période propre est allongée, et au final, l'action sismique qui était à 0,75 fois la force verticale fois mg en absence d'ISS, avec ISS, elle passe à 0,36 mg, c'est-à-dire divisé par 2. Ça veut dire, dans le cas que je suis en train de montrer ici, c'est un cas pour lequel la mise en œuvre d'ISS a permis de réduire par 2 la force sismique de calcul. Celle qu'on va retrouver, par exemple, les forts tranchants qu'on va retrouver au niveau des fondations. Là, c'est un cas d'un bâtiment très rigide par rapport au sol. Après, évidemment,
si on était dans une situation où le bâtiment était déjà souple par rapport au sol, le fait d'invoquer l'ISS, l'interaction sur structure, ne va pas forcément présenter un intérêt majeur. Dans le cas présent, là, j'ai repris le même terrain, mais simplement avec un bâtiment qui est plus souple. Donc la période propre, c'est 0,6 secondes. La force sismique que j'obtiendrai sans interaction sur structure, en imaginant que le bâtiment est au rocher, c'est 0,5 mg. Et puis le fait d'introduire l'ISS, je vais gagner 15%. Donc là, on est dans une situation où ce n'est pas très intéressant. Donc ça veut dire qu'il faut garder en tête que l'ISS va présenter un intérêt dès que vous allez avoir un contraste de rigidité important entre la structure et le sol. Et là, ça a permis d'optimiser. Le niveau 4 maintenant, c'est un niveau pour lequel on va, tout à l'heure, je vous ai dit, dans cette situation-là, on est dans cette situation, j'ai calculé une force sismique 0,75, d'accord? Et puis horizontale 0,75 V. Le mg, c'est masse fois accélération de pesanteur, en fait, c'est la charge verticale qui s'applique sur la fondation. H, c'est la charge sismique, donc elle vaut 0,75 la charge verticale. Ça veut dire qu'en fait, la résultante est inclinée à 0,75 à 75% par rapport à la verticale. Et ça, c'est un niveau d'inclinaison pour lequel on aura du mal à justifier et le glissement et la capacité portante, etc. Et c'est là où on va toucher un domaine, ou la limite, on va dire, de l'approche pseudostatique, et le domaine à partir duquel il peut être intéressant d'invoquer le niveau d'ISS, l'ISS de niveau 4. Ça veut dire une ISS non linéaire où on va estimer le déplacement qui résulterait de cette amorce cette amorce de glissement ou de cette amorce de poinçonnement. Et donc, en l'occurrence, le principe de l'ISS de niveau 4, ce qu'on appelle aussi l'ISS non linéaire, ça consiste au fait à faire un calcul temporel, par exemple, regarder de combien ça glisse et de vérifier que finalement le déplacement est acceptable vis-à-vis des critères d'exploitation, en tout cas des critères de performance qu'on s'est fixés pour l'ouvrage. Donc là, je vous montre un exemple où on avait fait l'exercice, le même bâtiment tout à l'heure. Donc là, dans le cas présent, sans ISS, j'avais abouti à un effort tranchant de l'ordre de 90 méganewtons. Je mets en œuvre une ISS de niveau 2. Je suis à peu près à une force de l'ordre de 66, 46. Niveau 3, 42. Et si maintenant j'introduis la non-linéarité, niveau 4, je passe à 35. Comme vous pouvez le voir, j'ai divisé la force sismique par un rapport de 2 à 3. Entre le cas sans ISS ou le cas où j'active tout, y compris les effets de non-linéarité. Le prix à payer de ces effets de non-linéarité, ça veut dire cette non-linéarité qui est apparue ici, qui s'est développée ici, a filtré l'accélération sismique, et le prix à payer, c'est un glissement qui se chiffre dans le cas présent à 1 mm. Donc si on estime que 1 mm est acceptable vis-à-vis de ce qu'on va faire de l'ouvrage, c'est gagné, et je peux optimiser mon système de fondation et ma structure avec cette force, en considérant cette force-là au lieu, par exemple, de celle-ci ou celle-ci en considérant des niveaux d'ISS plus modestes. Mais en fait, cette philosophie, enfin, cette approche d'ISS non linéaire, en fait, elle ouvre la voie à une autre philosophie de dimensionnement. C'est que souvent, on a dans l'imaginaire, mais ça, c'est l'imaginaire de l'ingénieur qui travaille dans le domaine statique. En fait, on a une charge à reprendre, on a du mal à justifier la reprise de cette charge par un système de fondation donné. Le réflexe, c'est de le surdimensionner. On sait que quand on augmente la longueur du pieu, quand on augmente le diamètre du pieu, quand on augmente la largeur de la fondation, ça ne peut qu'augmenter la robustesse du système. En fait, ce raisonnement-là, il est valable effectivement si votre force, c'est une donnée de problème. Ça veut dire si la force appliquée sur la fondation, c'est une donnée qui ne change pas avec la taille de la fondation. Mais dans le cas d'un séisme, il faut imaginer que ce qui est une donnée, c'est un déplacement. Et la force qu'on va récupérer, elle est fonction de la souplesse du système. Donc le fait de considérer des fondations qui sont sous-dimensionnées ne veut pas dire qu'il y a un problème de robustesse. Au contraire, une fondation sous-dimensionnée va conduire à plus de souplesse et une dissipation d'énergie et moins de force à reprendre. Donc en fait, là, c'est l'exemple que je vous montre ici à l'écran. Ça, c'est un exemple assez intéressant. Donc ça se passe au Japon. Donc c'est un pont qui avait, comme vous pouvez le voir, qui s'est mal comporté lors de séisme de Kobe de 95. Ce pont-là, on reconnaît le tablier. Là, vous avez la pile.
Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un système de fondation qui est visiblement surdimensionné dans le cas présent. Donc, c'est un système de fondation surpieux qui a été dimensionné pour pas que ça bouge. Donc, la fondation, effectivement, n'a pas bougé. Conséquence, une fondation qui ne bouge pas, qui reste dans le domaine élastique, toute l'action sismique a été transférée, transmise à la superstructure, et la superstructure, dans le cas présent, n'a pas résisté. Donc, il y a on va dire une ruine qui est apparue au niveau de la pile, et l'ouvrage s'est effondré. Aujourd'hui, ce pont-là a été reconstruit. Les Japonais ont reconstruit ce pont, et vous savez quoi? Ils ont reconstruit ce pont, mais en changeant le système de fondation. Il y avait des inclusions, il y avait des pieux sur place, une semelle. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé le système. Ils ont gardé les pieux, mais ils ont transformé en système en inclusion rigide. Donc, ça veut dire en gardant une désolidarisation entre la semelle et les pieux, de manière à ce qu'on puisse avoir un fusible qui se développe au niveau de la base de la fondation. Et on peut démontrer, aujourd'hui on sait démontrer, qu'au fait, en créant cette faiblesse-là au niveau de la tête de la fondation, bah, j'aurais protégé mon ouvrage, c'est-à-dire j'aurais filtré l'accélération à la source. L'exemple que je montre ici à l'écran permet de mieux illustrer mes propos. Regardez, là, vous avez c'est quelque chose qui est censé représenter, on va dire, la structure de pont. Donc, vous avez une pile et vous avez ici une masse qui représente le tablier. Et en dessous, vous avez deux systèmes de fondation. Une fondation qui fait 7 mètres de large et une fondation qui fait 11 mètres de large. Les deux sont posés sur le même terrain. Et maintenant, je vous pose la question, à votre avis, c'est quoi le système de fondation le plus robuste? Sous chargement statique, à l'évidence, le plus robuste, c'est celui avec 11 mètres de large. Puisque le poids propre est toujours le même, la charge appliquée sur la fondation est toujours la même, le fait d'élargir la fondation, ça augmente la marge de sécurité. Mais sous chargement sismique, ce n'est pas du tout évident. Parce que la fondation qui fait 11 mètres de large, elle a suffisamment de réserve de résistance pour transférer toute l'action sismique qui arrive par le sol. Et quand je dis transférer, c'est-à-dire transmettre toute cette action sismique au niveau de la superstructure. La fondation qui fait 7 mètres de large a moins de réserve de résistance. Elle est capable de développer dans le sol des non-linéarités qui peuvent dissiper l'énergie et filtrer une partie de l'accélération sismique. Donc là, ce qui est montré ici, c'est un cas d'un essai physique où on a testé deux systèmes de fondation, comme vous pouvez le voir ici, et on est venu vibrer. En fait, on est venu appliquer un séisme, entre guillemets, sur on va dire, la table d'essai que vous voyez là. Donc là, vous avez un compartiment dans lequel il y a un sol, on a posé deux structures, deux fondations, et on vient les solliciter exactement en même temps avec le même séisme. Et regardez ce qui se passe, c'est la même structure, deux fondations différentes, le même sol, et regardez ce qui se passe. Et en fait, c'est la fondation la plus large qui va conduire à la ruine de la structure parce que cette fondation-là a transféré toute l'énergie sismique qui arrivait par le sol. Donc cette philosophie-là, qui peut être déstabilisante, sans jeu de mots, par rapport à nos points de repère statiques, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en œuvre sur un ouvrage réel qui existe aussi en Grèce. Donc, ça s'appelle le pont Rion-Antirion. Et cet ouvrage-là, donc c'est un pont qui fait à peu près 3 km, qui relie deux villes, Rion-Antirion. Il faut imaginer que là, on est en Grèce, on est dans une zone de très forte sismicité, magnitude forte, des niveaux d'accélération de l'ordre de 0,4, 0,5 G. Il faut imaginer que voilà, donc 0,48 G, le niveau d'accélération. On est à des niveaux de sismicité pour lesquels, si on part sur un système de fondation classique sur pieux, parce que généralement des ponts de cette ampleur-là, ils sont fondés sur pieux. Ça veut dire une fondation, c'est-à-dire vous avez la pile, vous mettez des pieux qui sont ancrés dans le sol. Avec ça, vous garantissez que toute l'action sismique et toute l'énergie sismique se retrouve au niveau de l'ouvrage. Et avec ça, on aurait été incapable de justifier. La seule façon de gérer ce niveau d'accélération important, ça a été justement de créer ce niveau cette faiblesse, ce fusible, à travers un matelas de répartition. Donc le système de fondation, c'est les inclusions rigides. On a mis dans le sol, on a fiché dans le sol des inclusions métalliques. Donc là, il faut imaginer que ça fait à peu près 100 mètres de diamètre, hein, la pile. Ça fait 600 mètres. Les inclusions, les petites allumettes que vous voyez là, en réalité, ce sont des tubes qui font 2 mètres de diamètre. Donc c'est assez spectaculaire. Et le matelas fait 3 mètres d'épaisseur. Et ce système de fondation a été pensé pour filtrer l'accélération sismique à ce que peu
à ce que on va dire la superstructure est en mesure d'autoriser. Les propriétés du matelas de répartition ont été choisies de manière à ce que l'accélération sismique qui transite à travers le matelas de répartition soit acceptable vis-à-vis de la superstructure. Le prix à payer, c'est qu'on va avoir une fondation qui glisse, et ce glissement-là, c'est un déplacement. Ce déplacement-là a été pris en compte dans la conception de la superstructure. Et en l'occurrence, ce pont-là a été dimensionné, conçu pour autoriser un déplacement, pour accepter un déplacement de l'ordre de 1 mètre au niveau de la pile. Et il a été mis en œuvre en service, le pont, en 2004. En 2008, il a déjà subi un séisme. Et le déplacement qui a été observé, il se chiffre en quelque chose de l'ordre d'une trentaine de centimètres. Donc, ça veut dire, quand je dis déplacement de 30 centimètres, ça veut dire que vous avez ici une pile qui finalement, il a glissé par rapport à son emplacement de référence d'à peu près 30 centimètres. Et la souplesse du pont, la conception structurelle du pont, fait qu'on est en mesure d'autoriser ce déplacement tout en maintenant le caractère opérationnel de l'ouvrage. Voilà, donc c'était l'ouverture que je voulais faire sur l'interaction sur structure. Et à la fin, bah, j'ai fait une ouverture sur les aspects non-linéarité. Ça, c'est quelque chose qui a été largement, on va dire, promu dans le cadre de la future mouture de l'Eurocode 8. Ça veut dire ne pas rester cantonné aux approches d'interaction sur structure linéaire, d'ouvrir la porte à des effets non-linéarité qui permettent de justifier des cas qui sont difficilement justifiables, mais surtout de permettre aussi de bénéficier de la capacité du sol à dissiper de l'énergie comme étant un oscillateur sismique naturel. Si vous voulez aller plus loin, là, je vous ai mis des liens pour des présentations filmées qu'on a faites dans le cadre notamment du Comité français du mécanique des sols, de l'Association française de parasismique, donc qui traite par exemple le cas de l'interaction sur structure, des ouvrages de soutènement sous séisme, du risque sismique au milieu portuaire, des massifs cloués, etc. Là, c'est le cas de réservoirs. Et puis, vous avez aussi des références en termes de livres, si ça vous intéresse. Donc là, vous avez un livre qu'on avait co-rédigé donc avec Stéphane Brûlé en 2017 sur l'interaction sur structure. Et puis après, vous avez aussi des fascicules des techniques de l'ingénieur qui traitent aussi des bases, on va dire, de la conception parasismique des ouvrages, en l'occurrence tout ce qui touche les effets cinématiques, la stabilité sismique. Ce sont là aussi, ça a été publié en 2018 et c'est amené à être actualisé avec la future mouture de l'Eurocode 8, partie 5. Voilà, merci pour votre attention. J'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Merci Pad pour cet exposé très riche en renseignements sur l'état des lieux et des futures évolutions de l'Eurocode 8. Je vois des applaudissements de la part de l'audience. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse à l'audience. Il y a un volet questions-réponses où vous pouvez poser vos questions. On pourra prendre 2 ou 3 questions avant de conclure. Donc, en attendant, Ça a été enregistré, c'est ça? c'était enregistré. Ça va être accessible bien sûr après votre accord à la communauté géotechnique marocaine, notamment les membres de la CGM. Très bien. Alors, je ne vois pas de questions. Moi, j'ai une petite question. J'avais 2 questions. Une à laquelle vous avez déjà répondu, notamment les approches alternatives pour l'estimation du diagramme de poussée. Donc, Oui, on a bien une alternative rigoureuse qui est la méthode cinématique de calcul à rupture. oui, Et celle-ci, elle marche à coup sûr, notamment en utilisant l'outil déjà planté implémenté dans des outils de calcul comme Talrand dans sa version 6. par exemple, oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai une deuxième question par rapport à l'estimation, notamment ou plutôt à l'évaluation des déplacements post-sismiques, notamment lorsqu'il s'agit de structures tirantées. Quelle est l'approche conceptuelle, ne pas surdimensionner
des structures tirantées, ça peut être des radiers tirantés ou des quais tirantés. Est-ce que l'Eurocode 8, dans sa seconde génération, tient compte de ces aspects d'ancrage des structures? Alors, malheureusement, non. Ça veut dire que ça reste quand même des situations, il faut être extrêmement vigilant parce que ce sont, quand vous avez des écrans tirantés, c'est des situations pour lesquelles les retours d'expérience montrent que ça se comporte pas toujours de façon optimale. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer que ce massif d'ancrage-là, donc vous avez un tirant, ce qui est représenté ici, qui est connecté au niveau du rideau, et puis connecté à un autre, un contre-rideau ou un massif d'ancrage. Les deux extrémités du tirant ne vont pas être animées avec le même déplacement pendant le séisme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en phase, et ça veut dire qu'on va avoir des instants durant lesquels on peut avoir une surtension dans le tirant, ou au contraire une perte de traction. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à la conception d'un ouvrage tiranté. Donc, il y a des recommandations qui existent aujourd'hui dans l'Eurocode 8, dans sa mouture actuelle, qui permettent de couvrir ces surtensions éventuelles. Et puis, l'autre aspect, par rapport à ta question, c'est de dire, est-ce qu'on peut bénéficier des déplacements irréversibles post-séisme avec ces structures-là? Tout dépend du type de mécanisme. Si vous avez un mécanisme tel que vous le voyez là, regardez ici, imaginons que le mécanisme qui est susceptible de se développer sous séisme, c'est un mécanisme de grand glissement qui se développe à l'intérieur du massif d'ancrage. Ça veut dire que le corps d'ancrage, il est à l'extérieur du mécanisme. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas bénéficier de déplacement parce que ça veut dire que si ça se déplace, vous allez avoir un tirant qui est forcément cassé. En fait, là où vous allez pouvoir bénéficier de déplacements irréversibles, c'est dans les situations où le mécanisme le plus défavorable, c'est un mécanisme qui englobe, ça veut dire ça peut être un mécanisme qui se développe à l'arrière du massif d'ancrage, ou un mécanisme qui se développe à travers le massif d'ancrage, typiquement ce type de mécanisme-là, par exemple Krantz, ou un mécanisme Multipoint. extérieur. Donc ça veut dire à ce moment-là, vous pouvez effectivement, comme c'est une rupture extérieure, en fait, c'est ce mécanisme-là qui va filtrer à la source la sollicitation sismique. Par contre, si vous avez des mécanismes internes, là, ces déplacements irréversibles, ils vont forcément générer des surtensions dans le tirant. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Bien. Ça répond à ma question, merci beaucoup. Et bien sûr, vous avez donné une ouverture sur l'interaction sous structure, on va dire, sismique avec ces 4 niveaux de complexité sans vouloir faire de la promotion d'outils de calcul. Je voudrais quand même vous interroger sur les différents outils de calcul qui sont adaptés à chaque niveau de complexité que vous avez cité. Alors, bah, niveau 1, il n'y a pas de calcul. Donc, ça, c'est. Niveau 2, on a besoin d'estimer des ressorts statiques, des raideurs statiques. Raideurs statiques de quoi? Bah, ça peut être, imaginons qu'on a un système de fondation de radier, sur semelle, sur pieu. Là, c'est les mêmes outils qu'on utilise pour les calculs statiques, au fait. Donc, typiquement, par exemple, des outils type Foxta, on peut tout à fait avoir la raideur en conditions statiques ou la raideur en conditions sismiques, au titre de niveau 2, à condition de mettre les bons modules de sol. C'est tout ce qu'il faut adapter. Donc, à ce moment-là, ça sera les mêmes outils de calcul qu'on a en statique. Par contre, dès que vous allez aller dans le domaine, par exemple niveau 3, le domaine des impédances dynamiques, là, c'est des outils spécialisés. Donc, je peux citer par exemple des logiciels comme le logiciel SASI. Donc, c'est un logiciel américain développé, que l'on pratique assez souvent dans le domaine nucléaire notamment. Donc, développé par l'Université de Berkeley et qui permet, tenant compte, de rendre compte des effets de propagation d'ondes dans l'estimation de la raideur et de l'amortissement à considérer au niveau de la fondation. Pour le niveau 4, là, c'est des outils encore plus spécialisés, mais là, à Terrasol, on a un outil qui s'appelle Font6. C'est un logiciel qui permet de simuler justement ce qui se passe quand il y a un glissement, un poinçonnement au niveau de la fondation, donc de faire des calculs dynamiques non linéaires. Donc, en fait, ces calculs-là que je vous ai montrés ici ou là, ça a été fait justement avec ce programme-là, Font6. Voilà. Bien. Il y a deux autres questions au niveau du chat. Est-ce qu'une Ah, modélisation PAC6 peut remplacer l'application d'Eurocode pour la vérification de portance?
Très bonne question. Alors, portance de fondation, c'est ça? Oui, j'imagine, La l'importance de réponse est fondation oui, parce qu'au de fait, vie. parce que, ce qu'au fait, si je reviens, par contre, tout dépend comment vous faites l'Axis, attention. Si je reviens, et après la question c'est, qu'est-ce que vous ciblez par... il y a deux niveaux, comme on avait dit, je reviens ici. Et on a dit qu'un état limite sismique, c'est d'abord un état limite en déplacement. Après, on peut le couvrir par des approches pseudo-statiques, de façon déguisée. Donc, si vous avez recours à des logiciels comme Plaxis, vous avez deux niveaux d'utilisation. Soit vous l'utilisez de façon pseudo-statique. À ce moment-là, ça restera une approche en force et ça viendra valablement remplacer, mais il ne faut pas se planter dans le calcul, valablement remplacer cette formule-là. Ça veut dire, vous pouvez tout à fait retrouver ou construire ces diagrammes de stabilité qui sont issus de cette formule-là avec un modèle numérique directement, donc en l'occurrence Plaxis ou équivalent, en restant dans un cadre pseudostatique, etc. Donc avec ça, tout à fait, ça remplace, parce qu'il ne faut pas oublier que, je veux dire, c'est au même titre qu'on peut remplacer l'approche NC et gamma par, je veux dire, par une approche numérique. C'est juste une façon de résoudre le problème. Donc avec Plaxis, vous allez le résoudre de façon numérique. Et l'intérêt d'un Plaxis, entre guillemets, c'est que vous pouvez rendre compte d'un comportement intermédiaire, c'est-à-dire CFI. Vous pouvez aussi rendre compte de cas multicouches. Mais il y a un autre niveau d'utilisation de Plaxis ou autres FLAC, en tout cas des logiciels numériques, de modélisation numérique, c'est d'injecter le séisme directement comme un accélérogramme, donc de faire un calcul dynamique non linéaire. Et à ce moment-là, vous allez directement vous placer, vous raccorder au cas, ce que j'ai appelé ici, analyse en déplacement, qui ne constituent en aucun cas une dérogation par rapport à l'euroconduite. C'est tout à fait dans le cas de l'euroconduite. Simplement, les coefficients de sécurité, etc., qu'on vous propose dans l'euroconduite, s'entendent par rapport à des approches pseudo-statiques. Si vous utilisez une approche en déplacement, vous allez avoir un déplacement à la fin, et ce déplacement-là, il faudra le comparer à ce que peut accepter l'ouvrage. Et ça, c'est pas l'euroconduite qui vous dit ce que peut accepter l'ouvrage. Ça, c'est le maître d'ouvrage. Tout à fait, tout à fait. On revient à l'approche en DBA. Alors, une dernière question peut-être. L'AFPS 90 présentait une répartition de poussée du sol au séisme sur un mur de soutènement. Est-ce que ce n'est plus applicable? Est-ce que l'incrément est réparti uniformément sur la hauteur du mur de soutènement? En fait, très très bonne question. En réalité, je vais passer vite, hein, mais effectivement, en fait, quelles que soient les approches ici, donc là j'ai évoqué tout à l'heure l'approche Monobé-Okabe qu'on a aujourd'hui dans le reconduite, partie 5. Et j'ai évoqué des approches un peu plus élaborées. Par exemple, euh, comment il s'appelle, la calcul de la rupture. J'ai évoqué aussi ce qui se présente, ce qui se profile dans le cadre de la future mouture de la reconduite, l'approche en contrainte effective. En fait, toutes ces approches-là, ils n'ont pas vraiment vocation à vous donner la répartition. En fait, ils vous donnent la résultante en réalité, même s'ils sont exprimés en contrainte effective. La répartition, il y a une clé de répartition qui est, on a dans le reconduite actuel aujourd'hui l'esprit de ce qu'on avait dans les PS 90. Donc, en l'occurrence, dans le PS 90, on avait une répartition. On dit, bah, finalement, l'incrément dynamique, il se situe à entre un demi et deux tiers de la hauteur, etc. Bah, ça, c'est toujours valable, quelle que soit l'approche de calcul, au fait. Ce que vous permet le choix de telle ou telle approche, c'est d'avoir la résultante. Après, vous la répartissez. Il faut la répartir en fonction du mode de rupture. Si vous avez un mur, c'est un mode de rupture en translation, généralement, le plus souvent. Et donc, à ce moment-là, la répartition, effectivement, c'est quelque chose d'uniforme. Donc, on va considérer que l'incrément sismique s'applique à mi-hauteur. Par contre, si vous avez un écran de soutènement, c'est une rupture rotationnelle, ça fléchit. Et à ce moment-là, c'est plutôt une répartition de type triangulaire. Donc, ça n'a rien à répartir. Il suffit de garder le diagramme tel qu'il est. Mais cet esprit-là, il est toujours, il existait, je veux dire qu'on avait dans les PS 92, il existe encore dans la mouture actuelle de l'Euroconduite partie 5, et il a été repris tel quel dans la future mouture. Donc ça n'a pas changé, au fait. Ce qui a changé, c'est la façon dont on calcule la poussée résultante. Mais la façon dont on va la répartir, en réalité, c'est un sujet à part. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la Voilà. question. Je pense que ça répond parfaitement à la question. Je ne sais pas si on peut encore prendre une Oui, dernière bien sûr. question.
Ah, très bonne question. Pour l'ISS, quel est l'ordre de grandeur de la raideur horizontale dynamique par rapport à la raideur horizontale statique? Alors, au fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le sol a un comportement non linéaire. Et cette non-linéarité fait que la raideur, le rapport que vous évoquez là, bah, c'est quelque chose qui n'est pas propre au sol. En fait, il est propre au niveau de sismicité. Si vous avez un séisme très très fort, vous allez avoir un rapport proche de 1. Si vous avez un séisme très très faible, le sol n'a pas le temps de se déformer, le niveau de déformation est extrêmement faible, et vous allez avoir un rapport qui est beaucoup plus élevé. Donc ça veut dire la raideur ou le module du sol, E ou G, c'est quelque chose qui va varier en fonction de l'intensité du séisme. Le tableau que j'ai montré tout à l'heure, alors c'est où? C'était là. En fait, ce tableau-là que j'ai montré tout à l'heure, bah, ça permet de, si vous regardez, si je prends par exemple un type de sol donné, donc imaginons qu'on a des sols alluvionnaires avec une vitesse entre 150 et 250 mètres par seconde, comme vous pouvez le voir, le G0, à G0 fixé, le G, le module de sol que je vais retenir, pour un séisme très faible, c'est 0,7. Pour un séisme élevé, c'est 0,2. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'on va se raccorder au statique. Donc, ce qui veut dire que le rapport entre le dynamique et statique, il n'est pas toujours le même, mais néanmoins, il faut donner un ordre de grandeur, c'est de 1 à 3. C'est ça l'ordre de grandeur. 1 quand vous avez un séisme fort, 3 quand vous avez un séisme faible. Et quand je dis séisme fort, séisme faible, pour donner un ordre d'idée, un séisme faible, ça veut dire moins de 0,1 G. Un séisme fort, plus de 0,3 G. Voilà l'ordre de grandeur en termes d'accélération. Ça va? Très bien. Ben, sur ce, je crois qu'on va terminer ce webinaire et au nom de la communauté géotechnique marocaine. Je tiens à remercier Monsieur Kouira pour cet exposé riche et fructueux. Et j'inviterai l'audience à échanger directement avec Monsieur Kouira si besoin de plus Avec plaisir. Donc, de j'ai laissé mon mail, précision. donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Avec plaisir. Très bien, très bien. Et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Fahd, et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.